Je reçois Gérald Majou de la débuterie chargé de mission RSE à la conférence des grandes écoles. Il est également en charge des politiques régionales. Bonjour Gérald. Bonjour Gilbert. Alors, le développement de la RSE, de la RSU même dans les universités est un fait. Et dans les grandes écoles, votre regard sur ce sujet? Alors c'est pas nouveau déjà, hein. Ça date, les premiers soubresauts datent de 2003, mais c'est resté un petit peu à bas bruit pendant de nombreuses années. 2003, c'est la première charte du développement durable au niveau de la conférence des grandes écoles. Il y a eu quelques étapes comme ça un petit peu marquantes. 2009, c'est le Grenelle de l'environnement, donc qui engage les universités, les écoles. On apprend à ce moment-là à travailler tous ensemble, chose qu'on ne faisait pas avant, chacun faisait ça un petit peu dans son coin. Et on apprend à travailler tous ensemble avec les ministères, avec les associations étudiantes aussi, et on construit des outils, on commence à construire des outils, donc le référentiel développement durable, le référentiel plan vert, voilà, à l'époque il s'appelait comme ça. Et donc ça lance une première dynamique collective. Ensuite, il y a eu d'autres étapes. Je vais pas rentrer dans le détail, mais peut-être de 2015, la COP 21 aussi, qui a donné un petit peu une impulsion, mais jamais très très forte. Et on arrive, donc les établissements s'engagent, mais toujours à bas bruit. Il se passe pas mal de choses, mais on va pas dire que ça soit sur la place publique le sujet. Arrive il y a 2-3 ans, on va dire l'émergence de mouvements étudiants. Donc pour un réveil écologique par exemple se crée, les étudiants manifestent aussi dans la rue pour le climat, et là ça secoue, on va dire, un petit peu notre cher ministère qui jusqu'à présent s'était assez peu engagé en fait sur le sujet. Ils étaient là, mais il n'y avait pas à la limite, on avait quelques relations, quelques contacts, mais pas d'engagement vraiment fort, pas d'impulsion de la part du ministère. Mais effectivement, avec l'engagement des étudiants, là, ça commence un petit peu à bouger, même très fortement, et on débouche d'une certaine façon sur la création du groupe présidé par Jean Jouzel. Sur l'intégration de la transition écologique dans les formations. Alors, avant de parler de Jean Jouzel, parce qu'évidemment c'est le kick-off, hein, le point de départ de quelque chose d'autre, est-ce qu'il y a un clivage, grandes écoles, universités? Alors, les grandes écoles sont plus petites, donc par construction c'est peut-être plus facile d'engager des mouvements un peu forts au niveau des étudiants, au niveau de l'organisation de la pédagogie, je ne sais pas. Alors, il y a, on va dire, de par la taille, il y a un peu plus d'agilité de la part des écoles, donc elles ont une facilité à se positionner sur des sujets émergents peut-être un peu plus faciles. Après, la volonté qu'on a eue, comme je vous l'ai dit, hein, depuis 2009, a toujours été de travailler ensemble avec chacun ses spécificités. En fait, il y a une grosse force côté université, mais avec un peu plus d'énergie, et puis une agilité côté école, avec une capacité à se projeter sur des sujets nouveaux un peu plus rapides. Et donc les deux ensemble, c'est vraiment une alliance qui fonctionne très très bien. Alors le rapport Jouzel, vous en parliez, hein, le climatologue a publié un rapport, a remis un rapport au ministre sur l'engagement nécessaire de l'enseignement supérieur pour la transition écologique. Et il faut vraiment plus de contraintes pour les grandes écoles comme les universités pour aller vers cette transition. Alors, le terme de contrainte, c'est pas quelque chose qui est forcément très bien vécu dans l'enseignement supérieur. On a rappelé, quand on a travaillé sur ce rapport, on a rappelé systématiquement que l'enseignement supérieur, dans l'enseignement supérieur, il y avait une liberté académique, et il y a aussi une liberté, une autonomie des établissements. Donc ça a été rappelé systématiquement, d'ailleurs on le trouve un peu dans l'introduction du rapport Jouzel, parce que ça définit un petit peu le cadre dans lequel on se situe, et on peut pas dire à des enseignants vous devez faire ça comme ça, en gros vos cours vous devez les changer de telle façon, et puis tout le monde rentre dans le rang. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc tout le rapport est construit autour on va dire un ensemble de mesures systémiques qui adressent de nombreux leviers pour faire bouger le grand paquebot de l'enseignement supérieur, et donc par contre-coup aussi toute la communauté des enseignants-chercheurs, et donc les accompagner pour cette transition-là. Donc on est plus dans l'accompagnement, dans des mesures incitatives. Et alors il y a certaines mesures qui sont peut-être un peu plus contraignantes, c'est-à-dire quand on s'adresse à des organismes d'habilitation, d'accréditation, comme le HCERES, la CTI pour les écoles d'ingénieurs, la CEFDG pour les écoles de management, et qu'on leur demande ou qu'on travaille avec eux pour faire évoluer leurs critères d'habilitation, à ce moment-là, on est quand même sur des outils qui sont à mi-chemin entre le réglementaire dur et puis quelque chose qui est plus... De toute façon, il faudra accélérer, quoi.
Bon, il faudra passer par le règlement, hein, parce qu'il y a un moment... Par une forme. Mais en tout cas, il y a eu une tentative, à un moment, de loi qui a été portée, si je me souviens bien, par il me semble, Delphine Batho ou Cédric Villani, à un moment, et qui a échoué, c'est-à-dire de mettre dans la loi l'enseignement à ces sujets-là. Donc ça a échoué. En tout cas, Jouzel l'a répété à sa façon, mais en tout cas, c'est très clair hein, dans son rapport sur former à Bac+2 minimum les étudiants. Alors, le Bac+2 minimum, on a estimé que c'était le moment, on va dire, dans le cycle où il y avait le plus de monde. C'est pour ça qu'on a positionné ça là. Et puis en plus, après le Bac+2, souvent, il y a des passerelles, des filières. Et donc voilà, on a positionné là à cet endroit-là. Mais ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas jusqu'au Bac+1 et jusqu'au doctorat. Et d'ailleurs, nombre de mesures concernent la suite. Ouais. Alors, j'imagine les étudiants seront de plus en plus sensibles dans les grandes écoles, par exemple, sur les valeurs portées par les établissements. Oui, c'est walk the talk, comme on dit comme disent les Anglais, c'est-à-dire on fait ce qu'on dit, quoi, en fait. Hein. Donc l'alignement est extrêmement important. Et donc on le voit d'ailleurs, nous on a au niveau de la conférence des grandes écoles, on a piloté avec le Boston Consulting Group des enquêtes sur les talents, et donc systématiquement remonte la quête de sens, le besoin d'aligner ses valeurs avec le monde socio-économique dans lequel on se trouve, dans l'entreprise, la collectivité, quel que soit l'employeur. Donc ça, c'est une valeur, ça monte très fortement. C'est plus de 70% des répondants qui nous disent alignement des valeurs, je veux travailler dans une entreprise, dans une collectivité territoriale ou quoi ou qu'est-ce, dont je partage les valeurs. Donc ça, on le retrouve aussi au niveau des écoles, hein. C'est la même chose. Alors vous le savez, on s'entretient aujourd'hui parce que ça préfigure le colloque de l'ARCES qui se tiendra en juin à La Rochelle. Alors que peut la communication pour accompagner une stratégie RSE dans un établissement d'enseignement supérieur? Alors la communication, c'est l'arme à double tranchant. Hein. Quand on communique sur les choses que l'on fait et qu'on a une approche de communication responsable, donc celle que l'on défend, on est un moteur puissant, en fait, un moteur puissant pour un établissement ou pour n'importe quelle organisation. Si l'on communique, on va dire, avec un peu trop d'avance sur la réalité, ou voilà, on tombe très rapidement dans le greenwashing et donc on a du retour de bâton. Donc la frontière, elle est compliquée. C'est une ligne de crête qui met souvent, on va dire, les services communication ou les responsables communication dans une grande tension entre la réalité et puis la demande d'une gouvernance qui veut toujours communiquer. Voilà. Donc cette tension-là, elle est très forte, et donc tout le jeu pour un responsable communication, j'imagine, c'est de jouer avec cette... C'est d'être solide sur ses convictions et sur son savoir-faire, parce que c'est ça aussi la communication. Exactement. C'est l'alignement entre le message et les actions. Tout à fait. Et on en a besoin. On a besoin par contre de la com. Hein. On a besoin de la com pour diffuser dans les établissements, pour engager le collectif plus largement, au-delà des quelques convaincus qui sont souvent les moteurs dans les établissements. Un mot sur la labellisation, je crois que c'est en cours ou c'est fait? La labellisation, alors des établissements d'enseignement supérieur, ouais. Alors, il existe depuis 2015 le label DDRS, donc il est adossé sur le fameux référentiel DDRS aussi. Ce label, il y a une trentaine d'établissements qui sont labellisés aujourd'hui. C'est pas beaucoup par rapport à... C'est un label, alors c'est pas beaucoup, oui et non, c'est un label qui est exigeant, c'est-à-dire qu'on décerne pas... voilà, c'est pas une petite médaille en chocolat, c'est véritablement un process. Exactement, c'est un vrai process, et derrière, il ne faut pas le voir comme une finalité, c'est un jalon pour un établissement, et surtout, le grand avantage de ce type d'outil-là, en tout cas c'est ce qui nous est remonté, c'est qu'il crée une dynamique intérieure. Je veux dire, ce label associé avec une bonne communication, c'est vraiment un outil de dynamique forte dans les établissements. Voilà, on engage tous les établissements à s'engager justement dans ce label qui est le début de quelque chose. Hein. C'est ce que vous dites en creux dans vos propos. Gérald Majou de la Débuterie, chargé de mission RSE et politique régionale à la conférence des grandes écoles. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, à très bientôt Gilbert.